Donc, notre thématique aujourd'hui, ça sera le dépistage du cancer du sein, qui est un thème qui est assez récurrent, assez fréquent dans notre pratique quotidienne. Dans le cadre du dépistage, on a plusieurs volets qu'on va aborder aujourd'hui et le but, ce n'est pas juste d'étiqueter les catégories de personnes dans différentes cases, mais c'est aussi d'essayer d'adopter un algorithme décisionnel et de réflexion au cas par cas pour essayer de bien suivre les patientes, de savoir quand il y a une indication à faire une imagerie, quand il n'y a pas d'indication à faire d'imagerie et comment s'orienter dans la vie courante. Donc, on va suivre trois grandes lignes. On va parler tout d'abord de la population générale. Et dans ce cas-là, ça sera le dépistage organisé, le programme de dépistage organisé qui va concerner une catégorie de patientes bien particulière. On va signaler les examens à réaliser et la fréquence de ces examens. La deuxième catégorie de personnes, ça sera la population à risque. Dans la population à risque, c'est une population qui est assez large. Donc, il y a la population qui est mutée, la population qui n'est pas mutée. On ne va pas aborder le thème de la population porteuse de la mutation génétique parce que souvent, ce sont des patientes qui sont suivies dans des milieux très spécialisés, qui bénéficient d'un suivi assez rapproché. On va plutôt se concentrer sur la population qui n'est pas mutée et comment essayer d'identifier les patientes à risque pour aller leur dire, allez, il faut aller voir un oncogénéticien, définir le risque s'il est élevé ou très élevé et comment après établir la prise en charge et les modalités de suivi et à quelle fréquence. Et dans la troisième partie, on va parler de la femme symptomatique. Je pense que c'est la catégorie la plus fréquente à laquelle on fait face dans notre pratique quotidienne. Donc déjà, chez une patiente symptomatique, essayer d'identifier la symptomatologie qui est, on va dire, entre guillemets, banale, non suspecte, qui, dans certains cas, n'a aucune indication à faire des examens complémentaires. Et la symptomatologie suspecte où il faut aller pousser pour aller faire de l'imagerie, essayer de voir ce qui se passe. On va essayer de classifier ces patientes en tranches d'âge parce que en fonction de la symptomatologie et en fonction de la tranche d'âge de la patiente, ça ne sera pas les mêmes examens. Il faut savoir quand rassurer les patientes, quand s'arrêter, ne pas faire une surconsommation d'examens ou du surdiagnostic qui des fois s'avère être anxiogène et stressant pour les patientes et n'apportera pas beaucoup de bénéfices. Je vais peut-être tout d'abord présenter deux petits cas cliniques, voir un peu où vous vous situez. Donc, le premier cas, ça sera une patiente de 35 ans, aucun antécédent familial, une patiente qui a des douleurs mammaires bilatérales, surtout avant les règles. À l'examen clinique, il n'y a aucune anomalie et il n'y a aucun autre signe associé. Dans ce cas-là, quelle est la prise en charge la plus appropriée? Est-ce une mammographie? Est-ce une échographie? Une observation ou un suivi clinique ou une biopsie? Après, vous pouvez soit activer le micro si vous voulez répondre, soit vous pouvez répondre dans le chat. Je vous donne juste quelques petits instants. Il y a quelques... Bon. On va repasser de toute façon à cette question à la fin pour déterminer quelle sera la prise en charge la plus appropriée. Donc déjà, vous vous êtes donné peut-être un petit temps de réflexion pour savoir quels examens vous auriez demandé à cette patiente. Un deuxième cas clinique, une femme de 30 ans, écoulement unilatéral sanguinolent, pas d'antécédent personnel, un antécédent familial. Il y a quelqu'un peut-être qui est... J'ai entendu un micro, mais je n'entends pas beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être... je vous entends pas. Je vais passer déjà comme ça au deuxième dossier. Donc, chez une patiente, cette patiente de 30 ans avec écoulement unilatéral sanguinolent, quelles seraient les modalités d'imagerie de première intention? Est-ce une mammographie, une échographie, une biopsie directement puisqu'à l'examen clinique, on a une masse palpable, l'échographie associée à une IRM ou une IRM tout simplement? L'AD, non? Vous avez dit la Échographie. D Ouais, et ouais, IRM? je sais pas. Ouais. D'accord.
D'accord. C'est Bon, pas, je sais pas du ça, tout. on va revenir à ces cas à la fin et on va un peu détailler au cas par cas quelle serait la meilleure prise en charge. Donc, je vais commencer par la présentation. On va commencer déjà dans un premier temps par le dépistage organisé. Donc, de quoi s'agit-il? Quelle est la population qui est concernée et quel est le but du dépistage organisé? Donc, le programme du dépistage organisé pour lequel les patientes reçoivent leur convocation a pour but de faire une détection précoce des lésions cancéreuses avant l'apparition de symptômes et ceci dans le but de faire un traitement qui est le plus précoce possible. Donc, ça va diminuer un peu la charge thérapeutique et agressive chez les patientes. Ça va permettre d'avoir un meilleur pronostic, une meilleure survie et une diminution de la mortalité. Le dépistage organisé, il concerne la tranche de patientes âgées entre 50 et 74 ans. C'est des patientes qui n'ont aucune symptomatologie particulière, aucun facteur de risque particulier qui va augmenter leur risque de cancer du sein. Ces patientes-là sont définies comme étant faisant partie de la population générale et ce sont des patientes qui vont bénéficier d'un bilan sénologique tous les 2 ans si, lors du bilan sénologique, il n'y a aucune anomalie qui est retrouvée. Les examens qu'on va faire dans le dépistage organisé, ce sera la mammographie bilatérale. Donc, on fera 2 clichés pour chaque sein, un cliché de face, un cliché d'oblique. Dans certaines institutions, ça dépend où l'examen il est fait, on rajoutera une tomosynthèse qui sera souvent réalisée sur le cliché de face. Et il faut savoir qu'en dehors de la tranche de 50 à 74 ans, l'examen clinique annuel chez la population générale va débuter à partir de l'âge de 25 ans. La mammographie qui est interprétée dans le cadre du dépistage organisé, si elle est normale, elle va bénéficier de ce qu'on appelle une double lecture mammographique, c'est-à-dire elle va être relue par Mhm. un deuxième radiologue pour statuer sur la normalité de l'examen. Quand on fait une mammographie, donc je vais détailler vite fait la densité des seins pour parler de l'échographie et de l'indication de l'écho. Donc on a des seins, dans le sein, on a du tissu glandulaire et du tissu graisseux. Donc, les seins, ils sont un mélange de graisse et de glandes. Et plus le sein est dense, comme dans les seins de type C et D, plus la mammographie va être difficile à interpréter et on va avoir une diminution de la sensibilité de l'examen. Et du moment où la sensibilité est diminuée à cause de la densité du sein, on va avoir des petites opacités qui seront débutantes, qui seront masquées. Et dans ce cas-là, on a un intérêt à faire une échographie pour aller compléter le bilan, pour essayer de rechercher de petites anomalies qui seraient potentiellement masquées sur la mammographie. Quand on regarde les seins graisseux de type A ou de type B, évidemment, c'est plus facile de détecter les petites anomalies qui vont apparaître d'un examen à l'autre, en sachant que dans de très rares cas, les cancers peuvent parfois être infraradiologiques, ne pas être vus à la mammographie et être vus à l'échographie. Donc, l'échographie mammaire, elle est quasi systématiquement, en tout cas dans notre pratique ici dans l'Institut de cancer, elle est quasi systématiquement systématique. Elle a un rôle surtout dans les seins qui sont très denses pour venir compléter la mammographie. Et quelle que soit la densité des seins, quand on a une anomalie à la mammographie, il faut systématiquement faire une échographie complémentaire. Un petit aperçu de la classification de BIRADS ou de l'ACR qu'on va noter à la fin de notre bilan scénologique, donc de la mammographie et de l'échographie. L'ACR 0, c'est quand l'examen il est insuffisant, c'est-à-dire que quand on fait une mammographie, on voit une anomalie, la patiente n'a pas bénéficié d'une écho, on va classer l'examen en ACR 0 en attente de la réalisation de l'échographie qui va, elle, venir établir la classification finale. Un autre cas, par exemple, d'ACR 0, c'est quand on a une discordance clinique, c'est-à-dire à l'examen clinique, on a une anomalie qui est très suspecte. On fait la mammo et l'écho, on ne retrouve rien. Ben, on ne peut pas s'arrêter là. Dans ce cas-là, on complète par une IRM mammaire. Et si la mammo et l'échographie sont discordantes, on a une anomalie sur l'un des deux examens qu'on n'arrive pas à étiqueter sur l'autre, ben, on peut dans ce cas-là aussi compléter des fois par une IRM mammaire. Dans les BIRADS 1 et 2, il n'y a aucun examen complémentaire à effectuer, c'est-à-dire une patiente qui se présente pour son dépistage organisé, qui fait sa mammo, son échographie, qui est classée ACR1, c'est-à-dire il n'y a aucune anomalie, ou ACR2, une anomalie tout à fait bénigne, comme les kystes mammaires par exemple, plus aucun examen complémentaire ne sera réalisé avant 2 ans, condition que dans l'intervalle, il n'y ait aucun symptôme qui soit apparu ou aucun facteur de risque surajouté. Pour les patientes classées BIRADS 3, donc qui ont des anomalies à haute probabilité de bénignité, on va quand même faire un suivi. Un cas de figure, par exemple, les fibroadénomes des seins qui sont découverts pour la première fois chez une patiente.
Ces lésions-là, normalement, sont suivies sur une durée de 2 ans. Si au bout de 2 ans, la lésion elle est stable, elle est reclassée à CR2 et la patiente reprend un suivi habituel. Et il faut savoir que le premier contrôle, il est souvent réalisé soit à 4 mois, soit à 6 mois, en fonction de la modalité de détection de l'anomalie. C'est-à-dire, si l'anomalie elle est visualisée à l'écho, le contrôle il sera réalisé par écho dans 6 mois. Si c'est à la mammo, donc ça sera un contrôle mammographique. Dans les BIRADS 4 et 5, ça sera la biopsie qui sera systématiquement réalisée parce que là, on a une anomalie qui est fortement suspecte, donc il faut avoir une preuve histologique. Dans les BIRADS 6, eh ben, c'est un cancer du sein qui est connu, qui est diagnostiqué. On a une preuve histologique. Dans ce cas-là, le sein, il est classé BIRADS 6. Donc là, schématiquement, un cas de figure dans la population générale. Donc à partir de 25 ans, on a l'examen clinique annuel chez toutes les patientes. Dans la tranche de 50 et 74 ans, c'est le programme du dépistage organisé avec la mammographie assez souvent couplée à l'échographie. Et dans l'intervalle, c'est-à-dire chez les patientes qui ont moins de 50 ans, on va avoir des patientes, là on parle toujours de la population générale, pas de la population à risque, on va avoir de temps en temps des patientes qui vont se présenter pour une symptomatologie particulière. Donc, que faire dans ces cas-là? On va revenir tout à l'heure sur la patiente symptomatique, mais il faut savoir que plus la patiente est jeune, plus on va privilégier l'échographie pour la détection d'anomalies. D'autant plus si la symptomatologie elle n'est pas du tout suspecte. On peut, à partir de 40 ans, on peut souvent rajouter la mammographie. Entre 30 et 40 ans, ça va être au cas par cas. Ça dépend de la clinique, ça dépend aussi de la patiente, parce qu'on sait qu'une symptomatologie mammaire, c'est quelque chose qui est source d'anxiété et de stress. Donc, il faut savoir rassurer les patientes quand il n'y a pas besoin de faire d'examen. Un petit mot sur l'IRM mammaire. Donc, dans le dépistage, aucune indication à réaliser une IRM mammaire. L'IRM mammaire est réalisée en complément au bilan sénologique, que ce soit dans le cadre du dépistage ou le cadre de la patiente symptomatique. Une fois qu'on a fait l'échographie et la mammographie, dans ce cas-là, on fera une évaluation s'il y a besoin de faire une IRM ou pas. L'IRM, de préférence, elle sera réalisée en début de cycle menstruel. Pourquoi? Parce qu'on a l'imprégnation hormonale, notamment chez les patientes jeunes, qui fait qu'en deuxième partie de cycle, souvent on a beaucoup de rehaussement au niveau de la glande mammaire, ce qu'on appelle le rehaussement matriciel. Et ce rehaussement, il peut être masquant, c'est-à-dire en deuxième partie de cycle, il est assez important que ça nous masque les petites anomalies qui peuvent être présentes parce qu'elles se confondent dans le rehaussement matriciel. Et bon, après, en pratique courante, c'est vrai que c'est difficile des fois de caler les rendez-vous d'IRM toujours en début de cycle menstruel, mais il faut faire l'effort d'essayer de les programmer dans cette période-là. Sinon, ça va engendrer des suivis rapprochés, souvent répétitifs, qui peuvent être des fois inutiles et stressants. Le plus grand intérêt de l'IRM mammaire, c'est dans le suivi des patientes à risque après une consultation oncogénétique. Avant 50 ans et après 74 ans, s'il n'y a pas de facteur de risque, il n'y a pas d'indication à faire de dépistage mammographique. Malgré la présence de quelques facteurs de risque qui sont décrits comme étant des facteurs prédisposants au cancer, mais ces facteurs de risque, ils ne vont pas modifier les modalités de suivi et de dépistage chez les patients. Avant de passer à la population à risque, je me permets juste de voir si jamais vous avez des questions particulières sur la première partie concernant le dépistage organisé. Non. J'ai pas entendu, pardon. Non, non, pour moi, c'est bon. Hein. C'est bon, d'accord. Bon, on va passer à la population à risque. Donc, c'est une population qui n'est pas éligible au programme du dépistage organisé. C'est-à-dire c'est une population qui a beaucoup de facteurs de risque qui vont faire qu'on va faire une évaluation au cas par cas, souvent via une consultation oncogénétique et qui va nous permettre d'établir la patiente en patiente à risque élevé, non élevé, afin de déterminer un dépistage spécifique à la personne elle-même. Dans la population à risque, donc on l'a dit, on ne va pas parler des patientes mutées qui ont une mutation génétiquement prouvée après un test génétique, qu'elles soient indemnes ou pas de cancer, parce que souvent, elles ont déjà leur suivi rapproché dans des milieux spécialisés. On va surtout parler des patientes non mutées, donc une patiente qui se présente avec plusieurs antécédents, un facteur de risque. Quand va-t-on orienter cette patiente à une consultation et comment le risque va être évalué? Donc, dans la population à risque elle-même, on a deux catégories de patientes. On a les patientes qui ont des antécédents déjà de cancer du sein ou de carcinome canalaire in situ, et des patientes qui ont des antécédents de lésions atypiques, qui ont été prises en charge chirurgicalement ou pas, que ce soit de l'hyperplasie canalaire, lobulaire atypique ou du carcinome lobulaire in situ.
Ces patientes-là sont déjà suivies pour les patientes cancéreuses. Elles ont un suivi annuel. Elles ont une mammographie et une échographie une fois par an. Et ça, sans limitation, c'est-à-dire que le suivi ne va pas s'arrêter à un âge donné. Elles sont suivies tout le temps, une fois par an. Pour les patientes qui ont des antécédents de lésions atypiques, souvent, comme dans l'hyperplasie canalaire atypique, souvent elles sont suivies pendant une durée de 10 ans. Au bout de 10 ans, on refait le point. Si les bilans ils ont été tout le temps normaux, sans aucune anomalie, s'il n'y a aucun facteur de risque se rajouter dans l'intervalle qui va conditionner un changement des modalités de suivi, au bout de 10 ans, la patiente, si elle a plus de 50 ans, elle va rentrer de nouveau dans le cadre du dépistage organisé. Si elle a moins de 50 ans, on va continuer à lui faire des mammographies, mais tous les 2 ans. Et après, elle rentre de nouveau dans le dépistage à l'âge de 50 ans. Chez les patientes qui sont indemnes de cancer du sein, donc c'est des patientes qui ont des antécédents familiaux de néoplasie mammaire, on a un score d'indication à la consultation oncogénétique qui est le score d'Heisinger, qui va être calculé lors de l'entretien approximativement pour essayer de voir si jamais la patiente est à risque élevé ou pas. Et c'est chez des patientes qui n'ont pas de mutation identifiée, que ce soit dans la famille c'est-à-dire que le test a été réalisé, il n'y a pas de mutation identifiée, ou la recherche n'a pas été réalisée. Et la troisième catégorie de patientes, ce sont les patients qui ont des antécédents d'irradiation thoracique, comme dans les antécédents de maladie de Hodgkin. Donc, un petit aperçu du score d'Heisinger. Donc, ça va dépendre déjà de la présence ou non d'une mutation. Les 1 à 5, ça, c'est le score. S'il y a une mutation identifiée dans la famille, on a déjà un score qui est élevé, qui est égal à 5. Donc là, la patiente, elle doit obligatoirement être vue en consultation oncogénétique. Après, pour les scores de 1 à 4, les patientes ayant des antécédents de cancer du sein dans la famille, elles sont réparties en tranches d'âge, avant 30 ans, entre 30 et 39 ans, 40, 49, 50, 70. Plus la patiente est jeune, plus le score sera élevé. On rajoute dans ce même score les antécédents de cancer de l'ovaire qui sont équivalents, quel que soit l'âge de la patiente, qui sont équivalents à un cancer du sein chez une femme de moins de 30 ans. Un cancer du sein chez un homme, eh ben, il sera classé 3 aussi, côté 3. Et il faut additionner les différentes cotations en fonction de la branche parentale, maternelle ou paternelle. En pratique, donc plus une patiente a des antécédents de cancer jeunes dans la famille, plus le risque sera élevé. Plus le nombre de cancers du sein avant 50 ans est élevé, donc 2 cas ou plus, ça va augmenter le risque. La présence d'un cancer du sein chez un homme. Un cancer du sein bilatéral chez une femme avant l'âge de 50 ans. La présence de 2 cancers chez une patiente donnée, par exemple une patiente qui fait un cancer du sein, qui refait après un cancer de l'ovaire. Un cancer du sein avant 40 ans, que ce soit dans la famille ou chez la patiente elle-même. Les antécédents de cancer de l'ovaire, les syndromes génétiques prédisposant au cancer du sein, et enfin la présence d'une mutation associée ou non à des néoplasies ovariennes ou annexielles. Donc, quand on a vu la patiente, qu'on a établi un peu le score et le risque, dans ce cas-là, la patiente elle est orientée à la consultation. Et à la consultation oncogénétique, ils vont, selon des méthodes de calcul précis, déterminer si la patiente elle est à risque élevé ou très élevé. Et là, on parle toujours des patientes qui n'ont pas la mutation génétique. Souvent, avant 40 ans, après, ça sera évalué au cas par cas, mais dans la majorité des cas, quand le risque il est élevé, avant 40 ans, on ne fait pas d'imagerie, sauf si il y a des antécédents de cancer du sein aux alentours de cet âge, parce que le début de la surveillance, il va être 5 ans avant l'âge du diagnostic de cancer du sein chez la parenté la plus jeune, que ce soit une apparenté au premier degré ou une nièce par un frère. Donc, l'âge de début de l'examen clinique chez la population à risque élevé, ça sera 20 ans. On va continuer à faire un examen clinique annuel jusqu'à l'âge de 40 ans. À partir de 40 ans, on peut commencer à faire une mammographie, donc 10 ans avant l'âge de début de la tranche de dépistage. Entre 50 et 74 ans, c'est toujours au cas par cas, ça sera soit la patiente rentre dans le dépistage organisé, soit elle est suivie de manière annuelle en fonction du risque qui a été établi lors de la consultation. La réalisation d'une IRM ne sera réalisée qu'au cas par cas en fonction des facteurs de risque. C'est souvent le suivi échomammographique qui sera privilégié chez cette population-là. Alors que chez la population à risque très élevé, après évaluation dans la consultation, elle va avoir un suivi qui est identique à celui des patients qui ont une mutation génétique prouvée, c'est-à-dire examen clinique tous les 6 mois à partir de 20 ans,
À partir de 30 ans, on va faire l'ensemble des examens une fois par an. C'est-à-dire, on commence par une IRM mammaire et après, on fait la mammographie et l'échographie. Alors, pourquoi les examens doivent être réalisés dans cet ordre séquentiel? C'est-à-dire, on commence tout d'abord par l'IRM, après la mammo-écho. Parce que souvent, on en a déjà un tout petit peu parlé, à l'IRM, on peut avoir le rehaussement matriciel qui est masquant et on peut avoir des anomalies qu'on n'arrive pas souvent à expliquer. Donc, d'où la nécessité souvent, on le voit dans notre pratique, à faire des échographies qu'on appelle des échos ciblés de second loup pour aller voir cette petite anomalie à l'IRM, si elle correspond vraiment à quelque chose à l'échographie ou pas, qu'on peut suivre en échographie. Sinon, il faut refaire des suivis par IRM si la lésion elle n'est pas indéterminée, donc elle sera classée à CR3. Donc, en résumé, les patientes à risque très élevé sont des patientes atteintes de cancer du sein et de l'ovaire, leurs apparentés au premier degré et leurs nièces par un frère. Chez une patiente qui n'a pas de mutation génétique, mais qui a une mutation dans la famille, quand elle a plus de 50 ans, on peut souvent la rediriger vers le dépistage organisé, mais ça, il faut le dire que ça, c'est après avoir été vu par une consultation oncogénétique. La troisième partie, ça sera la femme symptomatique. Ça, c'est peut-être le cas de figure le plus courant. Donc, les patientes qui se présentent pour une gêne particulière. Et là, on a deux volets. Soit la clinique, c'est une clinique qui n'est pas suspecte, les mastodynies qui sont souvent assez fréquentes, qui sont cycliques, les masses palpables qui sont mobiles, les écoulements mamelonnaires dans certains cas. Quand la clinique elle est fortement suspecte, ben dans ce cas-là, il faut impérativement réaliser une imagerie, que ce soit dans le cas de masses qui sont endurées et fixes, s'il y a des signes cliniques inquiétants associés, la rétraction cutanée ou mamelonnaire, la présence d'un sein inflammatoire, etc. Je vais commencer par l'écoulement mamelonnaire. Donc, on va juste parler un tout petit peu des indications à réaliser une imagerie. Donc, quand il y a un écoulement mamelonnaire qui est suspect, et dans ce cas-là, c'est souvent un écoulement qui est unilatéral, unipore, qui est souvent persistant et qui est clair, séreux ou sanglant. Les causes les plus fréquentes d'écoulement mamelonnaire sont le papillome, l'ectasie canalaire, le cancer in situ. Pour les mastodynies, une mastodynie non suspecte est une mastodynie qui est souvent cyclique, donc liée au cycle menstruel, souvent avant les règles. Elle est diffuse, elle est bilatérale, ou si elle est unilatérale, elle doit être non focale. Dans ce cas-là, dans le cas de mastodynie non suspecte chez une patiente jeune, il faut savoir rassurer la patiente, ne pas faire d'examen inutile, surtout si à l'examen clinique, il n'y a aucune anomalie. Après, c'est vrai que dans le cas de figure le plus courant, des fois, les patientes, elles sont inquiètes, elles veulent bien faire une échographie. On se retrouve à faire des échographies, mais il faut vraiment s'arrêter à l'échographie s'il n'y a rien de particulier. Donc, pour résumer, quels examens en cas d'écoulement mamelonnaire? Quand il y a une suspicion clinique qui est relativement élevée, avant 30 ans, on commence souvent par l'échographie. Entre 30 et 39 ans, on peut coupler à la mammographie, d'autant plus si l'écoulement il est suspect, sanglant, unilatéral, si la patiente a des antécédents. La mammographie, elle est quasi systématique à partir de 40 ans. Plus l'écoulement il n'est pas inquiétant, plus on peut se contenter de l'échographie. Si la suspicion elle est forte et élevée et que la mammographie et l'échographie sont négatives, et bien dans ce cas-là, on peut faire une IRM. Mais une fois qu'on a déjà fait l'ensemble du bilan, on peut faire une IRM qui, dans certains cas, par exemple pour les papillomes intracanalaires, elle va nous montrer le rehaussement qui est supplétif du papillon. Et dans ce cas-là, on fait des biopsies sous IRM qui nous permettent de diagnostiquer l'anomalie et de voir s'il y a besoin de faire une chirurgie ou pas. Pour les mastodynies donc non suspectes, on peut vraiment ne pas faire d'imagerie, savoir rassurer la patiente et au pire, on fait une échographie, mais on s'arrête là. S'il y a une suspicion clinique ou un caractère atypique au niveau des mastodynies, ben, entre 30 et 39 ans, on peut quand même faire 2 clichés de mammographie. À partir de 40 ans, on peut faire la mammographie complète. Ici, les 2 clichés, ça sera 2 clichés obliques. Et après, si jamais il y a vraiment une forte suspicion clinique, ben, si le bilan écho-mammo est négatif, on peut faire une IRM. Donc, pour conclure, le dépistage organisé, il concerne la population générale entre 50 et 74 ans. Ça sera tous les 2 ans. Mammographie systématique, échographie souvent couplée à la mammographie. Il n'y a aucun rôle de l'IRM dans le dépistage, ça il faut le savoir. Chez les patients de moins de 50 ans, sans facteur de risque, pas de dépistage mammographique en dehors de cas particuliers où la patiente est symptomatique.
Le dépistage avant 50 ans, il sera personnalisé en fonction de la présence de facteurs de risque chez la patiente. Et dans ce cas-là, l'indication à une consultation oncogénétique. Chez les femmes à risque très élevé, donc qui ont déjà été vues par l'oncogénéticien, qui ont beaucoup d'antécédents, beaucoup de facteurs de risque, le suivi il sera quasi souvent annuel. Ça sera le suivi identique comme pour les patientes mutées, souvent avec une IRM qui est couplée à la mammographie et l'échographie. Et enfin, les femmes symptomatiques, pardon, en dehors des patientes qui ont des facteurs de risque, les femmes symptomatiques de la population générale, privilégier l'échographie en première intention chez toutes les femmes, surtout de moins de 40 ans. La mammographie peut être rajoutée si vraiment il y a une suspicion clinique ou chez les patientes de plus de 40 ans. Et enfin, l'IRM mammaire, ce sera au cas par cas après avoir fait le bilan sénologique s'il y a vraiment une indication ou une forte suspicion clinique. Donc, on peut peut-être faire une petite pause pour quelques questions avant de repasser à quelques cas cliniques, si vous voulez. Est-ce que quelqu'un aurait des questions? Ça va. Ok. C'est bon. On revient au premier cas. Pardon, je ne vous entends pas. Je vous entends, moi. Pas de souci. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Non, Non? D'accord. non, non, c'est Bon, bon. on reprend le... Oui, dites-moi. Non, non, c'est bon. Pour moi, c'est bon. D'accord. Donc, on Excusez-moi. reprend le premier cas Pardon. pour une patiente de 35 ans qui avait des mastodinies bilatérales, surtout avant les règles, aucune anomalie à l'examen clinique, aucun autre signe associé. Quelle serait la prise en charge donc la plus adaptée dans ce cas? Vous Je pouvez dirais activer le micro si vous voulez. ouais, l'échographie pour moi, en tout cas. Du coup. Alors, même si en pratique, des fois on fait une échographie, là il s'agit Mhm. d'une patiente qui a 35 ans, qui a des Oui, mastodinies cycliques, donc elles sont oui. avant les règles. Elle n'a pas de caractère suspect, c'est une mastodynie qui est bilatérale. Donc là, on peut, dans un premier temps, se contenter de faire une observation et un suivi clinique. En cas de Dans un- facteur aggravant ou d'atypie, dans ce cas-là, on peut Mhm. faire une échographie. Alors j'avoue Oui, qu'en pratique courante, des fois, euh, en fonction du profil des patientes, on est peut-être amené à faire une échographie, mais là, il n'y a pas vraiment beaucoup de caractères suspects à la mastodynie. Surtout que c'est une patiente jeune qui n'a pas d'antécédents familiaux. Après, la pratique courante, elle est un peu différente des fois, mais je pense que là, dans un ok. premier temps, on peut peut-être observer et faire un suivi clinique. L'échographie, c'est pas faux de la faire, mais il faut savoir que chez les patientes qui ont des mastodinies, bah, c'est une symptomatologie qui est assez fréquente. Et donc, si on va faire des échographies pour toutes les patientes qui ont des mastodinies, on tombe dans ce qu'on appelle la surconsommation et le surdiagnostic. Ok. Dans le deuxième cas, donc une femme de 30 ans, écoulement unilatéral sanguinolent, antécédent de néoplasie sésame proche et masse palpable à l'examen. En première intention, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, je dirais l'échographie aussi. Tout à fait. Donc là, chez cette patiente, de première intention, ça sera l'échographie. Ça ne veut pas dire qu'après, on ne va pas aller faire une mammographie parce qu'il y a quand même un critère assez inquiétant qui est l'écoulement unilatéral, la présence de saignement dans le mamelon. Mais déjà, si à l'échographie, on a une anomalie, on peut aller la biopsie. Un troisième cas, une femme de 34 ans, aucun antécédent. Elle a un écoulement lactescent bilatéral spontané. À l'examen clinique, il n'y a pas de masse palpable, il n'y a pas de contexte de grossesse ou d'allaitement récemment. Que peut-on faire dans la prochaine étape pour cette patiente? Bah, là aussi, on peut Un dosage, potentiellement, ouais. Mhm. voilà, tout à fait, un dosage de la prolactine et plus ou moins réalisation d'une échographie en Mhm. fonction des résultats du dosage. Ok. Quatrième cas clinique, une femme de 26 ans. Elle a une masse mammaire qui est apparue dans le sang. Il n'y a pas de facteurs familiaux. À l'examen clinique, cette masse, elle fait à peu près 2 cm, elle est ferme et mobile. Il n'y a aucune autre anomalie à l'examen clinique.
Prise en charge initiale, vous auriez recommandé quoi? Mammo-écho, écho seul, observation ou biopsie? Les jeunes, hein. Les jeunes, Tout à fait. bah, une écho aussi, hein, observation. Bon, Alors là, on a une masse palpable quand même qui est palpée par la ouais, patiente et par le clinicien. Donc, il va falloir ouais. aller voir s'il y a effectivement à l'examen. Donc, vu l'âge, l'absence d'antécédents, effectivement, l'échographie mammaire, déjà dans un premier temps, elle est suffisante. Il Mhm, n'y a pas besoin d'aller faire une mammo vu son âge. Après, ça sera en fonction de l'examen clinique et des anomalies qu'on retrouve à l'échographie. mhm. D'accord. Dernier petit cas, patiente de 25 ans, pas d'antécédents familiaux. Elle a une masse qui est dure, qui est indolore de 3 cm. Elle n'a pas d'antécédents médicaux particuliers. À l'examen clinique, cette masse, elle n'est pas mobile, mais il n'y a pas d'autres signes associés. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on fait que l'échographie? Est-ce qu'on fait la mammographie Ouais, avec? Est-ce qu'on fait une IRM? Est-ce que... bah, moi je dirais l'échographie aussi en première intention, hein. Alors là, on peut faire une échographie en première intention, mais là, il y a des critères de suspicion un peu parce que c'est une masse qui est dure. C'est une Ouais, masse qui n'est pas mobile. Donc, d'accord. plus la suspicion clinique elle est élevée, plus on va rajouter une mammographie. Après, c'est vrai qu'en pratique, on fera l'écho en premier lieu, mais vu Mhm, qu'à la clinique, il y a vraiment une forte suspicion, la masse elle est assez dure, donc on peut rajouter dans ce cas-là, on peut rajouter la mammographie. d'accord. Voilà. Ok, Donc, est-ce super. que ouais, si jamais vous avez des questions, Et de toute façon, nous, en tant qu'infirmière, enfin moi je suis infirmière, on va d'accord, orienter la personne vers le médecin directement. Donc voilà, d'accord, on n'aura pas enfin si on va avoir des recommandations, mais en tout cas, c'est le médecin qui décidera de ce qu'il y a à faire aussi. d'accord. Ouais, mais après, ouais, donc déjà, c'est bien d'avoir une idée déjà quels examens faire, quels examens ne pas faire, un peu quand est-ce qu'il faut s'alarmer, quand est-ce qu'il faut pas s'alarmer. Tout à Donc fait. déjà, ça crée un peu un ordre, on va dire, d'urgence, entre guillemets. Oui, tout à fait. Ok, Voilà. très bien. Bon, merci beaucoup. Ben, merci à vous. Donc là, vous avez le petit QR code que vous pouvez scanner pour répondre au questionnaire. Bon. Et donc, le prochain webinaire, ça sera sur les soins de support oncologique après un cancer du sein. Ça sera le mardi 4 février. Donc, vous pouvez déjà le noter dans vos agendas. Vers- à la même heure, oui, 12h30. Ouais. Ok, super. Et voilà. Merci beaucoup Merci à vous. pour votre Bonne, participation. Bonne bonne journée, au journée. revoir. Merci, au revoir.